Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir. Merci pour votre présence. Vous avez répondu nombreux à notre invitation. Donc, bienvenue à cette visio Ecoya sur le thème de l'énergie solaire et de l'autoconsommation. Je me présente, je suis Jean Van Keneghem, je suis donc directeur d'Ecoya. Je suis accompagné ce soir de deux personnes. À ma gauche, Clara Fresnel, du coup, experte EDF solutions solaires, donc qui va répondre à toutes vos questions. Et sur ma droite, Alexandre Belin, responsable du marché maison pour le club Ecoya. Alors, Ecoya, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore trop, nous sommes donc club de la communauté éducative, créé en 1993 par la communauté éducative pour la communauté éducative. Notre engagement est assez simple, il vise à proposer des avantages sur un certain nombre d'enseignes, avec une sélection préalable plutôt drastique. C'est le métier d'ailleurs d'Alexandre que de sourcer ces enseignes. Donc voilà le principe de Ecoya. 400 000 membres sont aujourd'hui présents, bénéficient d'avantages sur 700 enseignes partenaires. L'adhésion est gratuite et le restera. Voilà. Donc le principe de cette visio Ecoya est assez simple. Il vise à décrypter des sujets de consommation, facteurs d'économie, mais pour le moins complexes. Voilà. Donc on est sur ce type de sujet ce soir. L'idée, c'est de donner des clés de lecture, d'analyse pour faire un choix éclairé. Donc voilà le principe des visio Ecoya et qui pourront se répéter à l'avenir. On y reviendra. Alexandre, pourquoi ce thème ? Eh bien, effectivement, c'est un thème relativement intéressant qui est pour le coup qui a été plébiscité et demandé. On est aujourd'hui sur un marché qui est plutôt de ce côté-là où on se pose beaucoup de questions autour de la rénovation, de l'électricité. Donc, c'est pour cela qu'on a orienté beaucoup de recherches et d'offres autour justement de l'électricité notamment et en présence de Clara sur la partie panneaux solaires. On a le prix de l'énergie qui est en hausse, qui augmente, qui continue d'augmenter. Des innovations qui sont toujours constantes et à la pointe, avec parfois des contraintes. Donc là-dessus, Clara pourra parfaitement nous éclairer. Et aujourd'hui, des préoccupations qui sont de plus en plus prises à partie pour réduire le pouvoir d'achat, pour en tout cas faire attention à sa consommation. Donc sur la partie environnemental, impact environnemental. Beaucoup l'impact environnemental. Okay. Voilà. Comment ça s'est passé en fait l'organisation de cette visio, juste pour que tout le monde puisse comprendre ? Eh bien, il y a eu en fait un sondage au préalable qui a été envoyé donc auprès de nos adhérents qui ont répondu favorablement et donc on a eu plus de 100 réponses. Donc merci à tous d'avoir pu répondre à ce sondage qui nous a permis nous en fait de venir structurer ce webinaire. Donc, en fait, pour que vous compreniez bien, ce webinaire va être vraiment orienté par les thématiques les plus fortes que vous avez émises avec les questions-réponses qu'on va se faire un plaisir de répondre tous les trois. Donc, je vais vous donner les règles du jeu de cette visio d'une certaine manière. Donc, vous avez la possibilité, via l'interface qui vous a été transmise, de nous poser des questions en direct. Vous avez Benoît qui est juste derrière, qu'on peut solliciter, que vous ne voyez pas, mais qui répond, qui va transmettre les questions pour qu'on puisse y répondre à chaque séquence. Donc, on a effectivement structuré la visio pour que on ait différentes grandes séquences. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Enfin, en l'occurrence, Clara se fera un plaisir d'y répondre. Donc déjà, on va commencer par un premier sujet qui est l'autoconsommation. L'autoconsommation et la rentabilité. Donc, pour le coup, on va rentrer dans le vif du sujet donc avec Clara directement. C'est quoi exactement finalement l'autoconsommation ? Voilà, si tu veux déjà décrypter cette première question. Tout à fait, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là avec vous pour ce webinaire. Et donc, en effet, évidemment, l'autoconsommation, c'est le cœur de l'énergie solaire. Donc, c'était important de vous refaire un petit focus dessus, même si je pense que certains connaissent déjà le sujet. Mais en tout cas, pour répondre simplement à l'autoconsommation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'action de créer sa propre énergie et d'utiliser cette propre énergie pour soi,
pour son utilisation personnelle dans sa maison. Donc, évidemment, une installation solaire, c'est le but, hein, c'est vraiment ça, c'est produire son énergie grâce au soleil et pouvoir l'utiliser au maximum pour son utilisation quotidienne dans sa maison. Donc, pour aussi peut-être comprendre un peu mieux la partie comment fonctionne une installation solaire, on a préparé une petite illustration qui devrait arriver sur votre écran dans peu de temps. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir se servir de ce schéma voilà, qui doit apparaître à présent pour vous expliquer très rapidement un petit peu tous les tenants en fait, qu'il y a au bout d'une installation solaire. D'accord. Okay. Ça va jusque-là, je suis claire? Absolument, ouais, très clair. C'est bien, super, merci. Donc, pour la partie installation, sur l'illustration, vous pouvez voir donc, tous les panneaux qui sont sur le toit. Donc là, on parle des panneaux modules photovoltaïques. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui va capter le soleil et qui va transformer l'énergie du soleil, enfin, la lumière du soleil en énergie. Au bout de chaque panneau, vous avez des petits optimiseurs. Donc, ces optimiseurs, ils permettent de sécuriser en fait la transformation de l'électricité du panneau vers la maison. Donc, ces optimiseurs, il y en a sur chaque petit panneau, enfin sur chaque panneau. Et ensuite, on arrive sur la partie optimiseur. Donc là, c'est sur la partie onduleur central. Cet onduleur, lui, il a un rôle, c'est que l'électricité qui est produite par les panneaux, on parle d'électricité continue, et la maison, elle, pour que ces équipements fonctionnent, il faut que ça soit un courant discontinu. Et donc, cet optimiseur, cet onduleur, sert, je me perds dans mes mots, excusez-moi, sert à transformer cette électricité pour pouvoir être utilisée par les appareils de la maison. D'accord, donc ça rend le courant effectivement optimisé pour les appareils électroménagers, les appareils du quotidien. Très bien. Et surtout autonome du coup aussi. Et autonome, alors d'une partie en effet, parce que à la suite de cet optimiseur, de cet onduleur, vous pouvez avoir un coffre. Donc vous avez un coffret de protection qui là a pour but vraiment de protéger pour la partie électrique, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de surtension, ce genre de choses. Exactement, okay. C'est exactement ça. Et dans ce coffret, vous pouvez avoir en effet un boîtier qui vient se mettre pour piloter automatiquement la maison. En tout cas, nous, chez EDF Solutions Solaires, c'est l'endroit où on installe notre Use, qui est notre gestionnaire d'énergie intelligent. Et donc, cette partie gestion intelligente, elle va permettre parfois de déclencher certains équipements dès que l'énergie solaire est détectée et produite pour alimenter, par exemple, un chauffe-eau thermodynamique ou une pompe à chaleur, si votre maison est équipée. Donc, j'ai une piscine, je peux naturellement venir la faire fonctionner avec les panneaux solaires. Avec les panneaux solaires, c'est bien l'objectif. En effet, c'est tout là, le cœur de l'autoconsommation, qu'on puisse utiliser quand le panneau produit et quand j'en ai besoin. Très bien. Et du coup, financièrement, la question c'est est-ce que ça vaut le coup financièrement? C'est la première question qu'on nous pose, effectivement. C'est une des questions principales effectivement, du sondage. C'est certain. En effet, l'investissement financier pour une solution solaire n'est pas neutre. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir, dans le temps, pouvoir rentabiliser son installation et derrière devenir de plus en plus autonome par rapport aux fluctuations, on va dire, du prix de l'électricité qu'on constate depuis ces dernières années. Par exemple, depuis ces 14 dernières années, on a enregistré une augmentation de 120%. Et ce prix va continuer d'augmenter, notamment par exemple en France. Vous savez qu'il y a le nucléaire qui repart à la hausse, mais il va falloir quand même financer tous ces travaux. Et évidemment que le prix de l'électricité va en subir d'une certaine manière les conséquences. Donc le solaire, l'énergie solaire, hein, une fois qu'on a les panneaux sur la maison et qu'ils nous envoient cette énergie, c'est une énergie qui sera gratuite tout le long de la vie de votre installation. Donc, c'est sûr que c'est un investissement à regarder sur le coût. Sur le long terme, du coup. Et après, voilà, sur le long terme. Donc là, on peut rentrer dans le détail de sa consommation. Ça c'est toutes les choses qu'on va accompagner, en tout cas qu'on accompagne les personnes à comprendre tout ça, à décrypter toute leur consommation et voir comment
le solaire peut venir effacer un maximum les oscillations du coup. OK. Dans les conditions, parce que finalement, est-ce que tout le monde peut aller sur ce type d'installation? Est-ce que tout le monde peut aller sur le solaire? C'est un peu la question qu'on nous a posée aussi. Ouais. Alors, il y a quelques critères qui peuvent être éliminatoires tout de suite. Je pense notamment à l'amiante. Donc, l'amiante, par exemple, on ne peut pas poser des panneaux sur un toit qui contiennent de l'amiante, tout simplement pour la protection aussi bien vous de votre habitation et vous qui habitez dedans, et pour les installateurs qui vont venir mettre les panneaux. Oui, il y a une question de sécurité. Voilà, c'est vraiment ça. Donc après, si vous faites désamianter votre toit et que vous remettez un toit, des tuiles tout à fait normal, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est vraiment le critère qui est malheureusement aujourd'hui éliminatoire. Et après, sinon... Petite question qu'on a justement dans le chat, est-ce que les types de toits en zinc, est-ce que ça fonctionne, la partie panneau solaire? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut installer... C'est pas une difficulté. C'est pas une difficulté. Bon. Et après, il va y avoir du coup également l'orientation peut-être du panneau en lui-même pour qu'il prenne un ensoleillement optimal. Tout à fait. Après, là, on rentre dans la partie, on va dire, un peu technique. Mais évidemment, c'est les questions qui se posent. Hein. L'orientation de son toit. Ouais. C'est sûr que si on est orienté plein nord, qu'il n'y a pas de lumière, il y a très peu de lumière, ça ne vaudra pas non plus le coup parce que le panneau va produire très peu. Il y a une question de rendement, en fait, c'est ça Exactement. Le rendement en plein nord, s'il n'y a pas au moins un petit bout de toit qu'on peut aller chercher vers le sud, si c'est vraiment complètement en plein nord, là c'est pareil, on ne va pas vous recommander d'aller sur ce genre de solution. Mais des nuages, un temps qui est plutôt... parce qu'on a de l'ensoleillement, mais on peut avoir un peu de nuages. Est-ce que le panneau solaire va quand même produire Alors, c'est la lumière qui produit l'énergie sur le panneau. Et donc, cette lumière, en effet, elle va être plus importante quand on est en plein soleil. Mais quand il y a des nuages, il y a quand même de la lumière qui passe. Donc, ça va impacter le rendement du panneau, mais ça ne va pas arrêter le rendement du panneau. Donc, j'habite dans le Nord, c'est un mythe, je peux avoir des panneaux solaires? Oui, tout à fait. Okay. Le Nord n'est pas du tout exclu de l'énergie solaire, bien au contraire. Et à contrario, l'endroit le plus ensoleillé, il y a une région plus une autre? Oui, toujours la même? C'est même le sud-est qui remporte évidemment ce taux d'ensoleillement. Mais du coup, pour vous situer, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des cartes qui sont disponibles. Sur l'ensoleillement. Sur le taux d'ensoleillement, vous tapez taux d'ensoleillement en France, et là, vous allez avoir des cartes qui expliquent chaque région et qui montrent les taux d'ensoleillement. Qu'est-ce qui peut avoir un impact d'autre sur finalement l'éligibilité d'une certaine manière à ce type d'installation? Est-ce qu'il y a au-delà de l'orientation du toit, qu'est-ce qui peut... La consommation même, votre consommation, quels équipements vous avez dans la maison. Si vous avez beaucoup d'équipements qui sont électriques et que votre facture, je pense qu'en tout cas, nous, on voit très bien que dès qu'on a des factures mensuelles qui s'élèvent entre 150 et 200 euros, là, oui, évidemment, ça vaut le coup de regarder la partie solaire. Ça rentre totalement dans le budget, en fait, sur lequel on commence à s'intéresser aux solutions solaires. Il faut savoir que, voilà, par exemple, là, aujourd'hui, on voit l'essor des voitures électriques. Donc, typiquement, installer une borne de recharge pour sa voiture électrique, c'est un impact qui va être de suite assez important sur la facture. Donc, qui peut être compensé par ce type d'installation. Exactement. Okay. L'idée, voilà, c'est vraiment de décortiquer. La première chose à faire, c'est de prendre votre facture d'électricité, de comprendre voilà, les différents postes de consommation et du coup, venir dimensionner finalement le nombre de panneaux nécessaires et la taille de l'installation pour couvrir au maximum les besoins. Et donc, il y a l'équipement, il y a potentiellement le nombre de personnes. La consommation, c'est aussi. Alors, il y a le nombre. Tout à fait. Le nombre de personnes peut influencer, mais je dirais au-delà du nombre de personnes, c'est combien de temps je passe chez moi aussi. Est-ce que je suis très peu chez moi? Donc, forcément, je vais avoir
une facture peu importante. Mais aujourd'hui, également avec l'essor du télétravail, on peut être beaucoup chez soi, donc on peut avoir de la consommation. Quand on est, par exemple, en couple de retraités également, on est beaucoup chez soi, donc on consomme plus. Donc là, c'est vraiment l'occupation, le taux d'occupation, on va dire, qui est aussi un paramètre important, en plus du nombre de personnes que je suis. D'accord. Donc, lié à ça, peut-être que Jean avait une question complémentaire. Non, effectivement, en fait, ça regarde le style de vie, finalement. C'est un peu ça que je comprends de ce que tu dis, c'est que finalement, il y a la manière dont je consomme, le type d'équipement que je vais avoir, combien on est dans la maison ou dans l'appartement, etc. Tout à fait. Tout ça, ça rentre dans le système d'évaluation pour l'éligibilité ou pas. Tout à fait. Okay. Mais un profil type orienté voiture électrique de toute façon et si j'ai une piscine. Je suis les postes de dépenses relativement importants ou chauffage au sol peut-être électrique, des choses. Évidemment, aujourd'hui, les pompes à chaleur, par exemple, c'est en tout cas dans la rénovation globale d'une maison, oui. C'est quelque chose qui est très plébiscité aujourd'hui et qui est très bien maîtrisable. Et grâce à l'essor en fait, de cette pompe à chaleur et de l'essor de l'énergie solaire, et on voit tout à fait la complémentarité, l'électricité que je produis sur mon toit permet d'alimenter mon chauffage. On a tout à fait cette complémentarité et ça me fait rebondir un petit peu sur ce projet de rénovation globale qu'on peut avoir. Parfois, voilà, c'est quelque chose d'un peu gros qu'on peut attaquer. Souvent, le solaire vient en bout de chaîne de ce projet. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire, ne le mettez pas que en bout de chaîne. Pensez au solaire aussi dans votre projet au global. Ça ne veut pas dire que vous allez installer vos panneaux tout de suite, mais en tout cas, dans l'étude qu'on va faire pour dimensionner correctement les besoins dont on a besoin. Vous avez, en fait, lors de l'installation. Tous ces équipements, c'est ultra important qu'on le sache. Si on veut dimensionner la puissance exactement. Et donc, ça peut aider aussi dans votre projet de rénovation de vous orienter peut-être aussi sur certaines marques de PAC ou de pompe à chaleur ou de chauffe-eau thermodynamique. Pourquoi la marque a une incidence ? Alors, la marque a une incidence aujourd'hui parce que sur les couplages avec des boîtiers intelligents pour piloter tout ça automatiquement, que vous n'ayez pas à vous dire « Ah, punaise, ça y est, mes panneaux produisent, il faut que j'aille lancer mon chauffe-eau ou il faut que j'aille lancer ma PAC. » Et donc, pour que tout soit automatisé, il faut que les appareils se parlent, en fait. Exactement. Okay. Et qu'il y ait des autorisations, voilà, juste de… Alors ça, c'est de la partie connectique et de la partie fournisseur, mais c'est important. Et donc… Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent ensemble. Il y a des marques qui veulent bien travailler ensemble. Et donc c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes à prendre en compte dans son projet global. Et aujourd'hui, la partie de la rentabilité du panneau, comment elle se calcule ? Est-ce qu'il y a une technique ou alors ça, c'est une question pour les profs de maths, en fait, c'est ça, oui. C'est peut-être une question qui peut intéresser. Tout à fait. Alors, sur la rentabilité, déjà, on va partir d'un constat, c'est votre facture d'électricité. Ça, c'est le point de départ. Pour tout projet photovoltaïque que vous aurez à faire, il faut prendre votre facture et vous voyez votre consommation. Et vous avez, du coup, le montant qui est associé. Nous, en tout cas aujourd'hui, le marché considère que le prix de l'électricité va augmenter de 6 à 7% par an. Ah oui. Dans les prochaines années, chaque année. Donc, vous pouvez calculer déjà cette augmentation sur votre facture d'électricité. Ce qui vous donne la base, une évolution de votre facture. Ensuite, avec le dimensionnement de votre installation solaire, on va pouvoir vous indiquer un taux d'autoconsommation naturelle. Ce taux d'autoconsommation naturelle, c'est l'énergie que vous allez économiser en ne faisant absolument rien, c'est-à-dire en ne changeant aucune attitude. Donc ça, déjà, ça vous permet de savoir, un minimum. Je sais qu'en mettant tant de panneaux, par rapport à ma consommation, mes équipements, comment je vis dans ma maison, mes panneaux vont me permettre naturellement d'économiser 40%. Sans rien faire. Sans rien faire. Okay.
Et après, ce taux d'autoconsommation naturelle, là où c'est important de se le dire, c'est qu'on peut l'améliorer. C'est tout là le jeu de l'autoconsommation. L'énergie solaire, c'est une énergie naturelle, donc en effet, elle peut varier. On sait que de toute façon, les panneaux, ils ne produisent pas la nuit, donc l'idée, c'est de ne pas lancer tous ces appareils la nuit, par exemple. Mais voilà, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des habitudes. L'autoconsommation, c'est aussi jouer le jeu de se remettre un peu en question, de se dire, bon, ben voilà comment je consomme. Et voilà comment je peux optimiser. Et on peut peut-être avoir un petit programmateur pour les appareils, pour les lancer justement à des heures dites, etc. Il y a des choses des petites astuces peut-être que vous pouvez proposer. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de se dire que, par exemple, nous, on propose un petit afficheur que vous pouvez mettre dans votre salon. Et dès que vos panneaux produisent, vous voyez, ça vous met une alerte qui vous dit, là, ça produit. Et donc, je me dis, je vais aller lancer mon lave-vaisselle, mon machine à laver. Après, il y a beaucoup. Tous les panneaux solaires peuvent être suivis avec des applications mobiles. Donc après, ça, c'est aussi les différents fournisseurs qui proposent de l'accompagnement ou moins d'accompagnement sur cette partie autoconsommation. Mais voilà, dans tous les cas, c'est sûr que vous aurez une application qui vous permettra de suivre la façon dont vos panneaux produisent. Et donc, du coup, vous allez apprendre à savoir que de telle heure à telle heure, c'est là où c'est optimal pour lancer des choses. Et là, il faut lancer tous les équipements à ce moment-là. Ok. Donc là, c'est la partie installation technique, mais je fais le projet, je veux installer des panneaux, je réfléchis rentabilité, Ouais. Sous combien de temps finalement je peux amortir, si on peut amener le sujet, de dire combien de temps ça va mettre. Est-ce qu'il y a... Oui. Alors, il y a une moyenne. La fourchette, elle est quand même assez large parce qu'on parle d'amortir son installation aujourd'hui, c'est entre 7 et 15 ans pour amortir totalement et commencer vraiment à on va dire même gagner de l'argent, entre guillemets, puisqu'on ne va pas payer l'électricité. Après, ce sera de l'électricité gratuite. Donc, en soi, c'est des économies qui continuent après l'amortissement de son installation. Mais là, encore une fois, c'est l'autoconsommation et comment je joue le jeu avec mon taux d'autoconsommation qui va aussi permettre de réduire cette durée, on va dire, d'amortissement. Et puis aujourd'hui, comme on l'a dit un petit peu en introduction, c'est vrai qu'on a plusieurs acteurs et en fait, on peut aussi choisir finalement le type de service vers lequel on veut aller et qui va évidemment jouer aussi sur le prix de l'installation. Donc, vous avez des services premium comme les nôtres où là, nous, la partie coaching sur l'autoconsommation et comment on vous aide à mieux comprendre votre consommation, comment mieux utiliser l'énergie solaire, ça c'est ce qu'on pousse fortement. Et à contrario, vous pouvez aussi avoir des choses très basiques où on vient juste vous mettre les panneaux, vous avez votre application vous-même et l'installation est moins chère, mais vous n'avez pas l'accompagnement derrière. Okay. Oui, c'est un peu à la carte en fait finalement. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, donc on peut arriver à trouver en fonction de ses envies. Mais je pense c'est le conseiller solaire qui vient nous aiguiller en fonction de nos besoins. Oui. Recueil de besoins. Oui. Nous, en tout cas, pour EDF Solutions Solaires, vous aurez toujours un conseiller solaire qui viendra vous rendre visite et qui viendra avoir une discussion. Le rendez-vous, souvent, c'est entre 2 et 3 heures. Le temps de bien comprendre le contexte, la consommation, les envies pour la suite. Le tour de la maison, que ça soit techniquement possible. On parlait aussi des arbres. Parfois, on peut avoir des arbres magnifiques dans son jardin, mais malheureusement, il faudra peut-être couper quelques branches pour éviter permettre l'ombre. au panneau de fonctionner correctement, d'avoir un bon rendement, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses techniques. Et si l'arbre est chez le voisin, du coup, ça peut poser problème. C'est une question. C'est une question. Tout à fait. Très bien. Il y a des questions qui se posent déjà sur le rôle du matériel dans tout ça. Quelle est l'incidence des choix qu'on peut... Oui, sur les types de panneaux, par exemple. Par exemple ouais. Donc, les panneaux aujourd'hui, sur le marché, il faut parler en puissance de panneaux. On a plusieurs puissances qui vont de 325 à 500 kW. Donc, la puissance va déterminer le nombre de panneaux que vous allez mettre sur votre toit. Évidemment, le prix est aussi des panneaux moins puissants sont moins chers, mais s'il faut en mettre plus pour couvrir, parfois ça ne vaut pas le coup. Et surtout, les derniers panneaux sont toujours, évidemment, en termes de technologie, encore plus avancés.
Donc voilà. Mais la norme, c'est sûr, va devenir le 500. Là, il y en a déjà beaucoup sur le marché et ça va devenir. Ce qui est déjà conséquent. Oui. 500, Oui. Mais cela ne change pas la taille du panneau. Le panneau reste le même, la taille reste la même. En fait, c'est le rendement. C'est le rendement, c'est vraiment le rendement. Donc on en met moins, donc plus sexy, si visuellement, ça peut... On en a un peu moins sur le toit. C'est un peu moins impactant, visuellement. Tout à fait. Il y a d'autres éléments qui sont moteurs dans l'installation et qui peuvent avoir une incidence forte? Oui, c'est vraiment donc la puissance dont on a besoin. Et après, c'est en fonction des installateurs avec qui vous allez travailler, mais il y a quand même des marques qui sont plébiscitées, qui sont leaders sur le marché. Par exemple, pour l'onduleur central, c'est Huawei qui est quand même très puissant et qui couvre beaucoup le marché. Je vois une question sur le sujet, j'anticipe peut-être un peu sur le sujet, aussi. Mais on me pose la question de savoir si un onduleur centralisé pour l'autoconsommation est nécessaire ou un onduleur par panneau. Par panneau, oui. C'est tout à fait. En fait, c'est la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les micro-onduleurs, donc on a soit un système de micro-onduleurs, c'est en fait avoir un mini-onduleur sur chaque panneau, soit c'est un central qui récupère toute l'énergie de tous les panneaux et qui la transforme. Mais c'est exactement le même rôle. Okay. Donc ça ne fait pas de différence que ça soit un onduleur centralisé ou des micro-onduleurs. Pour l'autoconsommation, en tout cas pour le fonctionnement de votre installation, ça n'a aucune incidence. C'est plus une question de prix, parce que des micro-onduleurs, du coup, il y en a beaucoup, puisqu'il y en a pour chaque panneau, et un onduleur central qui est plus puissant en termes de capacité, mais moins. Il y en a moins, évidemment, sur l'installation, puisqu'il n'y en a qu'un, et du coup, ça fait baisser le coût de l'installation. D'accord. On va regarder s'il y a d'autres questions. Une question sur la puissance des panneaux. Oui, 500. Donc, est à peu près 500 kW. Non, alors la puissance du panneau, elle ne reflète pas la capacité totale qu'elle peut produire. Il faut multiplier. En fait, ça c'est plus par rapport à votre installation. Il faut parler en global. Quand on dit watts crête, du coup, oui, c'est la production. Donc, par exemple, vous installez, on va dire, 11 panneaux, 4,6 watts crête de puissance. Votre capacité, elle va être un peu plus que 4,6 kW crête. Ça augmente toujours un peu plus parce que la performance augmente. Là, c'est le 500, en fait, ils prennent un petit peu des marges de sécurité, on va dire, les fournisseurs, mais ça, vous produisez un peu plus que ce qui est affiché. Que ce qui est indiqué. Exactement. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent le matériel? Parce que pour le coup, c'est ce qu'évoque Claire à l'instant. Alors, on en a une question sur donc, comment savoir si les panneaux peuvent utiliser la lumière ou s'ils ont absolument besoin du soleil. Alors, c'est la lumière, c'est sûr. On a eu une anecdote comme ça, assez drôle. On a des clients qui nous ont écrit en disant « Je ne comprends pas, mes panneaux produisent la nuit ». Et on a dit « Non, mais c'est pas possible, la nuit, il n'y a pas de lumière, ça ne produit pas ». Et en fait, il se trouve que cette personne habitait à côté d'un stade de foot qui était allumé tout le temps avec les gros projecteurs. Et en fait, les gros projecteurs faisaient que il y avait de la production ça faisait de la production dans la nuit chez cette personne. Donc oui, c'est vraiment la lumière qui crée l'énergie. Le soleil, du coup, augmente le taux de lumière, donc c'est pour ça que ça produit plus. Très bien. Et avant de ramener une question, une fois que j'ai la partie donc panneau, onduleur, j'ai tout utilisé ou j'en ai un surplus potentiellement. Oui. Est-ce que c'est un sujet où est-ce qu'on peut le stocker? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans des batteries? Est-ce que c'est... Alors, tout à fait. Ce sujet de surplus est un sujet existant, puisque même en jouant au maximum son jeu d'autoconsommation, c'est quand même difficile de viser le 100%. Mais alors, en effet, ce surplus, aujourd'hui, il y a deux façons de l'utiliser. Soit, en effet, pour la majorité, jusque-là, il était renvoyé vers le réseau. Donc, le réseau EDF, en fait, dans son Linky, on voit que la maison, elle n'en a pas besoin. Donc, du coup, ça repart dans le réseau. D'accord. Donc, c'est racheté par
Par EDF. Exactement. Là, Ok. il y a un organisme dédié qui s'appelle EDF Obligation d'achat et ils sont dédiés pour racheter ces surplus d'électricité qui sont produits par les énergies renouvelables dans l'ensemble. Ok. Ce n'était pas que le solaire, hein, il y a aussi l'éolien. Donc ça, ce surplus était valorisé. Jusque-là, il était à 0,12 centimes par kilo rejeté. Et depuis mars, c'est passé à 4 centimes. Donc c'est quelque chose qui a drastiquement baissé. Mais ça va aussi dans le sens, on va en parler après, du soutien de l'État pour le solaire qui veut accompagner justement l'autoconsommation et non pas favoriser La revente. cette revente, voilà. D'accord. Et de ne Ok. pas faire des surinstallations qui ne sont pas nécessaires pour l'autoconsommation. Je fais une petite virgule du coup. On nous pose la question de comment installer un nouveau panneau sur une maison qui possède déjà des panneaux justement dédiés à la revente. Qu'en est-il? Comment ça se passe? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, c'est vrai qu'aussi, on a des installations historiques où, au tout départ, c'était que de la revente. Même en tant que particulier, on installait des panneaux et c'était que de la revente. Mais en effet, c'est des contrats qui ont une durée de 20 ans. Et au bout de ces 20 ans, il va falloir en effet changer votre compteur pour pouvoir passer en autoconsommation. C'est pas la même installation. On n'est pas sur une même installation. D'accord. Donc là, on rentre en effet dans des sujets un petit peu techniques, mais cette partie, l'idée, c'est de ne pas forcément remettre des panneaux si l'installation qu'on avait historiquement, elle est suffisante et les panneaux produisent toujours assez également. Hein, parce qu'on arrive au bout de 20 ans, c'était les premiers panneaux qui étaient quand même un tout petit peu moins performants Il y a peut-être une obsolescence que les tout. nouveaux. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra étudier quand vous ferez ce projet-là. Et en effet, il va falloir prendre en compte ce changement de compteur qui sera nécessaire. Alors, une petite question, que se passe-t-il lorsque l'électricité est coupée par EDF? On n'a plus d'électricité. Oui. Est-ce que les panneaux restent actifs et disponibles? Oui. Est-ce qu'ils continuent de produire et donc de stocker, je suppose Les panneaux, oui, l'énergie, elle passe. L'énergie solaire est indépendante du réseau. Après, c'est dans le linking que ça se rejoint et que là, ça repart dans le surplus. Ou alors, quand on voit qu'il n'y a pas assez d'énergie solaire qui arrive dans la maison, ça reprend du réseau, classique. Mais du coup, oui, donc c'est l'intérêt. l'onduleur va être capable, lui, va continuer son travail avec le panneau. Complètement. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs, il y a des endroits dans le monde où les personnes ne fonctionnent qu'avec des panneaux solaires. On voit La Réunion, par exemple, où il y a des endroits où il n'y a pas l'électricité qui arrive. Ils ont équipé tous leurs maisons de panneaux solaires et ils sont autonomes. Ils sont autonomes avec les panneaux. On a parlé de surplus, mais il y a quelque chose qui me. Du coup, il y a l'idée peut-être du stockage. Oui, du stockage. Pourquoi on parle de stockage du coup? Parce que ça, c'est tout que je n'ai pas suivi. Alors, on parle du stockage parce que justement, avant, avec ce tarif de rachat qui était plutôt intéressant, les batteries n'étaient pas un sujet qui était évoqué en France, en tout cas, parce que ce n'était pas rentable. Clairement, avec le tarif de rachat. Donc, le stockage dont on parle, c'est des batteries, en fait. On parle des batteries, okay, oui. Exactement. Oui, tout à fait, pardon. C'est les batteries, mais aujourd'hui, avec ce tarif de rachat qui est quasi nul, stocker l'énergie de surplus, évidemment que ça devient. C'est plus intéressant que de rentable. Ouais. Ça représente quelle taille, grossièrement, une batterie? C'est quelque chose de volumineux? Il faut s'attendre à libérer une chambre complète? Alors, pas une pièce de la maison, mais peut-être une étagère dans le garage, oui. C'est assez, ça prend quand même assez de place. Hein. Vous imaginez bien que c'est des grosses batteries. C'est pas la batterie non plus de sa voiture, mais même si vous avez une voiture électrique, vous pouvez voir la taille des batteries. Oui, on parle de quelque chose qui peut être comme ça et assez donc 1 mètre sur 80 cm. Ouais, c'est assez volumineux et puis il faudra quand même aussi réfléchir à l'emplacement parce qu'il faut que ça soit dans un endroit qui est ventilé vu que c'est une batterie à lithium. Enfin, il y a des petites contraintes aussi, mais dans les garages, ça devrait bien se passer. Il y a une question là-dessus. Du coup, quel est l'intérêt d'une solution avec batterie pour consommer la totalité de l'électricité produite? Donc, j'imagine que cette question. Là, c'est pouvoir maximiser toute l'énergie qui est produite par ces panneaux. Et de la réutiliser. Et quand du coup, on aura une baisse et qu'on aura une nécessité, si la lumière reflète moins, par exemple, ça pourra prendre le relais de la batterie. Ou la nuit, par exemple, en
En hiver, vos panneaux vont produire quand même, hein, parce qu'il y a quand même un peu de lumière en hiver. On sait un peu l'inertie que ça peut générer une batterie, du coup? Parce que du coup, ça prend le surplus. Je sais pas, est-ce qu'il y a des cas pratiques un peu où on peut se dire, tiens, pendant 3 heures, ça a permis de restituer le chauffage de la maison, ou je sais pas, est-ce qu'on Ah a une oui, chose. non, j'ai pas, Non, c'est pas ça, je saurais ça serait pas vous dire c'est tout de qu'au moment de suite, l'étude qu'on peut le savoir, mais ce oui, genre de oui, choses. oui. Et surtout, du coup, la taille de la batterie, c'est quand même aussi important à prendre en compte. Parce que là, comme c'est tout nouveau sur le marché, hein, vraiment, vous voyez des offres batteries qui sortent depuis, on va dire, 15 jours. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre des batteries qui sont trop grosses par rapport à votre installation. Parce que là, on rentre dans le schéma des charges non complètes. Et du coup, qui vont endommager les batteries. Ah oui, ça endommage la batterie. Donc Ok. ça aussi, il faut faire attention à pas surdimensionner la taille de votre batterie. Donc ça, c'est au moment de l'étude que tout se fait. De toute façon, Exactement, oui. le dimensionnement est des panneaux et le dimensionnement de la batterie. De la batterie. On a justement une question sur la partie batterie. Que pensez-vous des batteries virtuelles? Alors, les batteries virtuelles, pour le coup, ça existe depuis un petit moment. Concrètement, en fait, ça permet pas, enfin, en tout cas par rapport à la physique, vous allez payer des taxes d'acheminement de l'électricité parce qu'on considère que du coup, comme c'est du virtuel, on réutilise le réseau. Et donc, les taxes normalement que vous ne payez pas avec votre énergie solaire, là, vous les payez. Et c'est du virtuel. Donc, c'est pas vraiment complètement l'énergie que vous produisez. Enfin, il faut se dire que vous réinjectez finalement dans le réseau votre électricité et vous allez réutiliser de l'énergie un peu moins chère, mais en rentabilité, c'est pas très intéressant. C'est pas exceptionnel. Non. Et finalement, on sort un petit peu du schéma de l'autoconsommation. Ouais, oui. On est un peu moins dans ce principe-là. Tout à fait. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le matériel. C'est vrai que c'est une partie importante de l'installation. Je crois qu'on avait On continue un bon tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour de ces questions. Le tour. On va se focuser maintenant sur l'installation elle-même et sur les réglementations qu'il y a autour. Donc, petite question, Clara. Concernant l'installation des panneaux chez soi, ça paraît simple. Alors, si on le caricature. En théorie. En théorie. Mais qu'est-ce qu'on a toujours le droit de faire? Et puis, surtout, la question que tout le monde se pose et qu'on nous a beaucoup posée, c'est quelles sont les aides qui vont être associées à cette installation? Oui, tout à fait. Alors, donc, il faut savoir qu'au niveau des aides, aujourd'hui, il y a une prime essentielle, qui est le prime à l'autoconsommation. Il y a ce tarif de rachat et ensuite, il y a la TVA qui va évoluer. Installer des panneaux chez soi par soi-même, c'est quelque chose qui est tout à fait possible si vous êtes bricoleur, mais il faut quand même garder en tête que il faut faire attention aux réglementations, à la partie électricité qui peut être touchy et du coup bien vous protéger par rapport à votre assurance. Je suppose de toute façon que vous avez une garantie quand il y a des panneaux. Donc, il y a une question aussi d'assurance, garantie décennale. Donc, Tout à fait. Ça c'est pour la partie installation des panneaux en elle-même. Installation. Tout à fait. Je reviens juste, je suis désolé, sur la partie aide, parce qu'on est passé un peu rapidement dessus, mais l'aide, concrètement, ça consiste en quoi et on parle de combien? Parce que ça fait partie de l'économie. On aime bien les économies chez Ecoya. Complètement. Non, mais c'est normal. Même si cette aide est pas très, très importante, elle est quand même là. Ouais. Vous avez une aide de base, donc cette prime à l'autoconsommation, qui est de 80 € par kilowatt-crête installé. Donc, si on prend l'exemple d'une installation, par exemple, de 4,6, on prend l'exemple de tout à l'heure, ce qui correspond à 11 panneaux, on est sur une prime qui est qui est à 374 €. D'accord. Donc ça, voilà, en fonction de la taille de l'installation qui sera choisie, vous multipliez par 80 et ça vous donne la prime. Le montant de la prime.
Et la TVA réduite, ça consiste en quoi du coup? C'est sur l'achat de matériel? Alors, On a une TVA en effet, donc on parlait du tarif de rachat. Ce tarif de rachat, il a évolué parce que l'État français souhaite soutenir le développement de l'autoconsommation et non plus juste de la production d'énergie et de la revente. Ce n'est pas du tout le but pour le particulier. Donc c'est pour ça que ce tarif a été réduit, mais il va être compensé par une TVA améliorée dès octobre. Donc en octobre, là aujourd'hui, on avait une TVA sur les installations. Si vous étiez sur une petite puissance, quand on dit petite puissance, c'est en dessous de 3 kg, 7 panneaux, la TVA était à 10% sur l'installation. Et au-delà, on était sur une TVA à 20%. Et à partir d'octobre, pour toute puissance, on sera sur une TVA à 5,5%. D'accord. Donc, ce qui peut réduire. Ce qui va réduire quand même le prix des installations. Le montant global du projet. Ça nous intéresse, donc c'est des petites économies. Oui, mais c'est normal. Il n'y a pas de petites économies. Donc voilà. Et juste pour préciser sur cette prime à l'autoconsommation, vous n'allez pas la toucher tout de suite quand vous installez le panneau. Vous avez votre installation, donc le jour J de l'installation, et vous comptez 1 an, et c'est à la date des 1 an que cette prime vous sera reversée en même temps que le surplus que vous aurez rejeté sur le réseau et qui vous aura été racheté par EDF Obligation d'achat. Donc tout ça, en fait, après l'installation. Tout ça tombe en même temps. Et ce rachat de surplus tombe tous les ans. C'est 1 fois par an. Petit focus peut-être sur la partie, parce qu'on a beaucoup de questions aussi sur la partie copropriété. Sur tout ce qui est collectif. Voilà, collectif notamment. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? C'est faisable? On peut installer des panneaux? Ça ne l'est pas? Alors, c'est en effet un sujet important. Donc, qui dit copropriété dit forcément partage de l'énergie. Donc, à ce moment-là, on ne parle plus d'autoconsommation individuelle, mais d'autoconsommation collective. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible parce que grâce au Linky, on est capable, tout le monde est capable de savoir la consommation que j'ai. Enfin, dans la copropriété, c'est très facile, chacun a son compteur, donc on sait qui consomme quoi. Si vous mettez une installation commune, évidemment que cette copropriété, elle va vouloir organiser un petit peu ses règles. Le dispatch de l'électricité entre les uns et les autres. Sinon, c'est cas de litige entre voisins, c'est quand même pas idéal. Ça amène d'autres problèmes. Ça peut tout à fait. Et donc, pour régir un petit peu cette répartition au niveau de la copropriété, cela demande pas mal de démarches administratives. Il faut définir une personne morale organisatrice de l'organisation d'autoconsommation collective. Et donc, créer toute une société autour qui va permettre de répartir équitablement et selon les règles que les personnes ont fixées. Donc, typiquement, je suis dans une association de copropriétaires. C'est cette association qui va gérer l'électricité pour tout le monde. C'est possible, ça? Oui, exactement. D'accord. Mais il faut choisir. C'est beaucoup de démarches administratives. Donc, c'est des sujets qu'on voit se développer énormément. Il y a beaucoup d'associations qui se montent pour ces sujets-là. Parce qu'au niveau de la campagne, c'est possible aussi de choisir une maison et avec tous mes voisins, de partager l'installation qu'on aura mise. On parle de collectif, c'est pas que de l'habitat vertical? Non, tout à fait. C'est complètement au niveau des villages. Aujourd'hui, on voit beaucoup de villages qui solarisent les toits des mairies, les toits des stades, les toits des pompiers, et ensuite qui font profiter à tout village de l'énergie produite. Ça, c'est aussi, ça fait partie de l'autoconsommation collective. Donc, on a cette installation qui est mise en commun dans une association. Donc, ça permet finalement de mettre les dépenses aussi en commun. Exactement. Et ça va dispatcher l'électricité derrière tout à fait. En fonction des besoins des uns et des autres. Okay. Exactement. On va revenir sur une petite question qui nous est posée. Est-ce que, Clara, tu peux refaire un petit focus sur la partie TVA? Oui. De qu'est-ce qu'il va se passer avec cette TVA? Si on se refait un petit schéma rapide sur la... Oui, sur la TVA, sans problème. TVA. Alors, c'est l'installation elle-même. Quand vous faites un projet solaire, vous avez dans le devis, vous allez avoir le coût du matériel, le coût de l'installation. Et donc, c'est sur ce coût du matériel que les 5,5% vont s'appliquer. À partir d'octobre? À partir d'octobre. D'accord. Très bien. Tout à fait. On a une petite question qui revient un peu sur le matériel de tout à l'heure, mais bon,
Sur les panneaux intégrés. Bon, Ah oui. ça On y fait un reviendra, petit Je rollback. voyais aussi, je me permets juste de Poursuivre rebondir sur la TVA, sur peut-être. la TVA, Ouais. sur les résidences secondaires. Oui, il n'y a pas eu de restriction sur ce côté-là. Oui, les mêmes règles s'appliquent que ce soit un logement principal ou Oui, secondaire. alors oui, D'accord. les installations solaires ne sont pas touchées par. Et on en parlait tout à l'heure, mais du coup, j'ai des panneaux. C'est quelque chose que je dois assurer. Est-ce que j'ai des démarches à faire auprès de mon assurance ou Ouais, c'est très simple. C'est juste une déclaration à votre assureur et ça va augmenter en général. Voilà, la moyenne, ça augmente de 60 € son coût d'assurance habitation. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais si je veux installer des panneaux, j'ai une déclaration, quelque chose à faire Une déclaration de travaux. Oui, en effet, pour installer des panneaux chez soi, il faut faire une déclaration préalable de travaux à sa mairie. D'accord. Qui peut dire oui et qui peut aussi dire non. Ça peut arriver, on a Et encore. les bâtiments de France, du coup. Et les bâtiments de France, c'est très souvent là que ça intervient et que ça coince. Mais c'est normal, on peut comprendre, même si les panneaux esthétiquement ont quand même bien évolué aussi. On a des choses maintenant qui sont plus discrètes, mais voilà, certains bâtiments ne peuvent pas les accueillir. Ou alors, aujourd'hui, il y a aussi les panneaux rouges qui ont fait leur arrivée. Mais en effet, les panneaux rouges, oui. On en parlera. C'est en train de donner le. Mais pour répondre en effet à ce sujet. D'accord, on y reviendra après. D'accord, ok, ça marche. On nous pose une question plutôt fiscale. Qui dit panneau, dit déclaration, dit peut-être aussi imposition foncière. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça passe sous le spectre de… Non, les panneaux augmentent pas l'imposition et au contraire, ça valorise votre maison. Si en cas de revente, aujourd'hui, les panneaux. Ok, mais sur la fiscalité, il n'y a pas de… Non. Ok. On a également une question sur la modification. Je souhaite modifier mon installation électrique. Est-ce que ça veut dire consuel? Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi, il faut faire la déclaration. Ouais. D'accord. Nous, par exemple, chez EDF Solutions Solaires, on gère toutes les démarches administratives pour vous quand vous décidez de partir sur votre installation. Et c'est des choses aussi qui sont quand même gérées par beaucoup d'organismes. Mais sinon, ce n'est pas des choses très, très compliquées. Hein, c'est juste des déclarations à faire sur Internet. Mais oui, il faut faire une déclaration mensuelle. OK. Et appeler Enedis pour brancher l'installation. Donc Enedis fait aussi partie de l'équation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des subventions pour les installations supérieures à 3 kg? Subvention, c'est pas. Du coup, c'est les 80 € s'appliquent. Supérieur, pardon. Excusez-moi. C'est 80 € pour n'importe quel type d'installation. Donc, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum, oui, voilà, exactement. OK. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Alors, nous avons une question sur la pente du toit. Importe-t-elle, peut-on poser des panneaux ailleurs que sur un toit? Oui, alors, tout à fait. On peut poser des panneaux dans son jardin, au sol. C'est un autre type d'installation. Ça prend une place aussi dans votre jardin, mais c'est tout à fait possible en fonction de l'exposition de votre jardin que l'installation se fasse au sol. Nous, ça représente 5%, je crois, des installations. Et après, côté peut-être sécurité aussi, pour les animaux, pour les enfants, il y a peut-être des… Non, ça, c'est pas… Il y a pas de… Tout est bien avec ce qu'on disait, là, les optimiseurs et derrière l'onduleur. Tout est sécurisé, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque pour l'environnement. OK. Si la pente est faible, alors ça, c'est l'inverse. L'eau de pluie risque de s'infiltrer. Est-ce que ça peut freiner l'installation pour le coup? Alors ça, en effet, c'est la partie vraiment technique. Et nous, c'est pour ça qu'on a quelqu'un toujours qui se déplace chez les personnes parce qu'il faut voir ce genre de choses. Mais oui, la pente du toit peut être un frein et peut empêcher techniquement que la solution soit faite si ça présente trop de risques pour la maison. Ça, c'est certain. On a des questions liées à l'environnement. On a un peu abordé tout à l'heure, on est peut-être passé un petit peu rapidement sur les zones Natura 2000 et sur les zones soumises à des approbations des bâtiments de France. Donc ça, on a vu que sur les bâtiments de France, effectivement, il peut y avoir quelques petites restrictions, mais est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Aujourd'hui, la réponse économiquement
faisable, on va dire, Ouais. c'est les panneaux rouges, clairement. Après, il faut savoir tout de même que ces panneaux rouges sont un peu moins performants que les panneaux classiques, parce que c'est tout nouveau. Et donc, la couleur quand même des panneaux joue sur la performance et la réception de la lumière. Ouais. Et c'est également des panneaux qui sont un peu plus chers, puisque la quantité est moins importante, puisqu'il y a moins de besoin. Donc c'est un projet qui est un peu plus onéreux qu'un projet classique, on va dire. Mais c'est une réponse. Ok. Est-ce qu'on peut installer soi-même? On a abordé ça un petit peu tout à l'heure, mais on a vu des questions par rapport à ça. Les limites légales, elles sont plutôt, pas forcément réglementaires, mais plutôt sécuritaires, on va dire ça comme ça. Sécuritaires, oui, pour la maison, oui. Et surtout, voilà, je pense qu'on peut aussi avoir tendance à se dire, oh, je ne vais pas déclarer à ma mairie, je vais pas faire. Enfin voilà, on peut faire des choses aussi comme ça quand on veut installer soi-même. La mairie est en droit de venir vous voir et vous dire vous enlevez vos panneaux si vous n'avez pas eu l'accord. Enfin voilà, il faut aussi avoir ça en tête. À ça, Et puis surtout, les assurances. Hein, si vous ne passez pas par un installateur agréé, vous ne serez pas assuré, c'est sûr. Pour enclencher le dispositif, peut-être que vous vérifiez au préalable de toute façon que la déclaration soit faite, conforme. Ah oui, nous, on n'a pas le choix de toute façon. On ne lance pas les équipes tant qu'on n'a pas... Sans qu'il n'y ait pas le coup de tampon. Ça, c'est la première étape du dispositif. On a une question qui est intéressante sur la montée en puissance d'une installation. Finalement, si sur une installation classique que j'ai installée il y a quelques années et que mon besoin évolue, typiquement, on a parlé de véhicules électriques tout à l'heure, je trouve ça pertinent. Je viens d'acheter un véhicule électrique, mon installation elle est faite pour ma consommation habituelle. Comment ça se passe? Comment on peut faire monter en puissance l'installation? Oui, tout à fait. On a évoqué un petit peu le point tout à l'heure. L'augmentation de puissance, c'est tout à fait possible. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là encore, on peut avoir des contraintes techniques par rapport aux panneaux que j'avais avant. Peut-être que je ne pourrais pas choisir les tout nouveaux panneaux s'ils ne sont pas compatibles avec l'ancienne installation. Il y a des choses quand même techniques qui rentrent en compte. Donc là, c'est vraiment nous, c'est les ingénieurs chez nous qui prennent en compte ces dossiers. Et donc, du coup, ils vont venir regarder comment votre installation elle est faite exactement. Est-ce que c'était des micro-onduleurs? Est-ce que c'est un onduleur central? Il y a quand même beaucoup d'installateurs en France, beaucoup de types d'installations. Oui. Et donc, toutes ne sont pas compatibles, c'est normal. Voilà, sur les augmentations de puissance, il faudra faire une étude du dossier avant de pouvoir le faire, mais c'est tout à fait possible. Par contre, nous, on le fait déjà et évidemment, les besoins, c'est normal, évoluent, le marché évolue et c'est tout à fait des choses possibles. Des choses. Ouais. Bon. Est-ce qu'on a épuisé les questions sur cette partie-là? Vous pouvez nous... Voilà. Pas de questions supplémentaires. La régie nous fait un petit pouce levé. C'est qu'on peut avancer. Je vous propose qu'on s'attaque un peu aux typologies de panneaux solaires, qu'on fasse un petit panorama rapide, quelques minutes. Alors du coup, la question, c'est tous les panneaux se ressemblent? Est-ce que réellement, c'est en apparence, je suppose, mais à regarder de plus près, est-ce qu'il va y avoir des différences qui vont être notables? Donc, on a un petit peu parlé de technicité du produit en fonction de la récence du panneau. Est-ce qu'il peut y avoir un premier tour d'horizon sur les différents types? Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu sur ce qu'il existe sur le marché? Oui, tout à fait. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, la différence des panneaux, elle va surtout se faire sur la puissance du panneau et donc du coup la performance qui va pouvoir en découdre. Donc ça c'est la première chose qu'il faut observer et qui peut être un élément de choix quand on décide de choisir tel ou tel fournisseur pour travailler avec. On a, comme on le disait, la différence de couleur qui peut être jouer. Un élément qui permet de contourner certains noms. Et vous venez le calfautrer dans la toiture, du coup. Oui, alors là, pour le coup, c'est des techniques bien rodées. Il y a quelques photos sur Internet. Il n'y en a pas énormément parce que c'est vraiment
très, très, très récent D'accord. comme panneau. Mais vous pouvez aller voir, c'est assez bluffant. Et pour comprendre concrètement, parce que je me pose la question quand même, le panneau, la structure, ce Ouais. qu'on avait un petit peu sur le schéma tout à l'heure, vous le découpez, vous le posez sur les tuiles, à quel moment, enfin, sous quelle technique? La technique, La ouais. technique. Ouais, il y avait On une avait question beaucoup tout à de l'heure questions sur l'intégration. Est-ce que ça se fait encore? Voilà. Oui, ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de... On a entendu les fuites. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui a fait Ça que l'a été, ouais. Ça l'a été. Ouais, oui, ça l'a été. Ok. Beaucoup, oui, ça a été un problème. Les assureurs, d'ailleurs, ont été assez virulents, du coup, contre les fournisseurs de panneaux solaires derrière. Mais oui, aujourd'hui, l'installation des panneaux solaires sur toiture, c'est toujours en surimposition. On ne touche plus à la toiture et à la charpente, surtout. Donc, surimposition, c'est quoi? C'est un plot c'est plus ou moins En un fait, plot, les panneaux sont dans des cadres en alu D'accord. et ces cadres viennent se poser sur la toiture. Donc, Ok. du coup, tout simplement, ces Ils cadres ne touchent pas la tuile. ils viennent toucher certaines tuiles, mais on ne touche pas la structure on ne bouge pas les tuiles, on n'abîme pas le toit. On vient poser par-dessus avec des techniques et aujourd'hui, du coup, il n'y a plus de problème d'infiltration, de quoi Ouais, que ce soit. il n'y a pas de... On ne bouge pas la structure. Tout à fait. Tout à l'heure, tu évoquais du coup effectivement, les panneaux solaires rouges. Est-ce qu'il y a d'autres supports qui existent qui permettent finalement de faire des installations un petit peu pas hors normes, mais un peu Un peu différente. alternatives? Oui. Ouais. Je vais faire le robot sur la voiture électrique, du coup. C'est pas grave. En effet, c'est tout à fait la voiture électrique a développé ce marché des carports, on appelle ça les carports. D'accord. Les carports, c'est des garages, c'est ça? Oui, c'est des garages sur des structures à lieu en général, et on a des panneaux qui viennent se mettre dessus. D'accord, c'est une structure légère. Tout à fait. Alors justement, on avait une question à ce sujet. Est-ce qu'on peut mettre des panneaux sur un carport plus ou moins ombragé? Ça revient à peut-être nos arbres tout à l'heure sur les panneaux. Du coup, c'est toujours la chose à faire. Il faut étudier ce cas en particulier. Il faut mouliner dans le logiciel là, de nos commerciaux pour qu'ils puissent vous dire si ça vaut le coup ou pas. C'est dans le sud. C'est précisé dans le sud. C'est dans le sud, mais c'est ombragé. C'est un endroit plus ensoleillé. Moi, j'aurais tendance à dire pas tellement, parce que si c'est ombragé 80% de la journée, La production ne sera pas suffisante. La production sera pas suffisante. Mais ça s'étudie. Il faut voir vraiment ça pour le coup, voilà, c'est vraiment le travail de nos techniciens et de toutes nos équipes. Parce qu'on a une question qui revient en complément de cette question, c'est la partie en fait entretien. Il y a sur nos panneaux, qu'ils soient sur un carport, qu'ils soient sur une toiture, est-ce que ça nécessite de passer son balai-brosse tous les ans, un coup de Karcher? Est-ce que ça s'auto-nettoie? Alors, ça ne s'auto-nettoie pas, ça c'est sûr. Mais par contre, quand il y a les pluies, des grosses pluies, ça peut nettoyer les panneaux. En fait, ce qu'il faut observer, c'est, en tout cas nous on le voit chez beaucoup de nos clients, une fois que vous avez l'application, vous regardez très souvent le niveau de production. Ouais. Et en fait, quand il y a quelque chose qui impacte directement la production et qu'on voit que ça baisse, là, il faut aller voir en effet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé sur le panneau et qu'on ne l'avait pas vu, qui le cache. Est-ce qu'il y a eu une pluie avec du sable qui a mis une fine couche sur les panneaux, qui est exceptionnelle, mais qui est là? Oui, il a peut-être à lui mettre un coup de jet d'eau. C'est pas forcément nécessaire. Enfin, vous pouvez faire ça si c'est accessible pour vous, que c'est pas dangereux. Vous pouvez le gérer vous-même, nettoyer à l'eau. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire appel à. Il n'y a pas d'autre entretien que ça, au-delà du coup des surfaces qui doivent être le plus propre possible? Non, après une installation, quand elle est mise en service, elle est au minimum garantie 25 ans par les constructeurs. Donc, il n'y a pas de pièces à changer, pendant 25 ans, vous êtes tranquille, même au-delà. C'est la durée de vie, non? Ça, c'est la garantie. C'est la garantie. Mais là, aujourd'hui, même on peut compter 30 ans. Et nous, on garantit même nos installations à vie. Donc 30 ans, c'est 25 ans, 25 ans, c'est le minimum légal avec la garantie. Et 30 ans, c'est une durée de vie. Après, c'est le recul qu'on a aussi par rapport au marché. Oui. C'est pas non plus le solaire, c'est assez récent tout de même, donc par rapport au recul, mais comme on voit l'évolution là aujourd'hui. Et un endroit en IG, c'est quelque chose.
Ça, par contre, ça peut poser problème. En effet, la neige, c'est pas terrible pour les panneaux. En tout cas, si ça s'accumule, il faut pas laisser du tout longtemps. Parce qu'il y a un problème de résistance potentiellement. Ouais, ça peut être vite très lourd la neige, donc endommager l'installation tout de même. S'il y a de la neige sur les panneaux, il n'y aura pas de lumière sur les panneaux. Donc Oui, ça obstrue les cellules. donc en haute montagne, en tout cas, dans les stations, les choses comme ça, nous on n'y va pas, par exemple. C'est pas des endroits où on installe parce qu'on sait que c'est trop. Ils vont être trop embêtés avec la neige. Alors, on a une question justement assez intéressante qu'on avait relevée également, qui avait été posée. C'était la partie de l'achat des panneaux solaires en dehors du circuit Made in China. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est possible et qui... Alors, aujourd'hui, malheureusement, non. La Chine a vraiment le monopole de ce marché. Mais je dis bien aujourd'hui parce que la France n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, vous avez un projet qui s'appelle le projet Carbone. Donc, c'est des Français qui ont lancé ça. Et là, aujourd'hui, ils se battent avec l'Europe, au niveau européen, pour soutenir le développement, justement, d'un fabricant européen de panneaux solaires. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est lancé aujourd'hui, mais bon, c'est des projets qui peuvent prendre beaucoup de temps à se développer parce que là, ils sont dans leur période de levée de fonds, trouver l'endroit où ils vont s'implanter pour faire leur usine. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que les Chinois qui sont fournisseurs. Qui sont capables de fournir. Voilà. Après, il y a aussi le projet de producteurs chinois qui viennent faire des usines en Europe. Mais ça, c'est pareil. Production européenne, mais qui ne sera pas maîtrisée, qui restera sur l'intelligence aux Chinois. D'accord. Ok. Mais oui, malheureusement, c'est le problème. Ok. D'autres questions concernant les panneaux? On revient sur les panneaux. Pourrait-on aborder le sujet des panneaux non installés sur un toit, mais plutôt au sol? Effectivement, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, mais... Sur un toit, mais au sol, oui, tout à fait. Sur un support, c'est ce que tu décrivais oui, tout à là, l'heure. c'est pareil. En fait, il va y avoir des supports en alu qui vont permettre de tenir les panneaux de façon inclinée par rapport à l'exposition du soleil dans le jardin. Et donc, du coup, comme sur le toit, ils sont posés les uns à côté des autres et on a sa chaîne de panneaux. Un peu comme on peut le voir, mais à l'échelle industrielle, dans certains espaces. En agriculture, quand on voit les champs de panneaux qui sont posés là, c'est le même principe. Ouais. Forcément, on taille vite, faut imaginer. Oui. Question également sur la partie panneau plug and play. Si on pouvait revenir dessus, est-ce que tu as des go, des no-go, des questions, des questionnements? C'est quoi le plug and play? Voilà. Alors, le système de panneaux plug and play, c'est des panneaux qu'on achète, qu'on peut acheter aujourd'hui sur toutes les grandes plateformes ou dans tous les magasins de bricolage. C'est un panneau qu'on va venir brancher directement dans une prise électrique. Sur secteur, voilà. Ouais. Donc là, ça fonctionne tout seul, ça produit de l'énergie de la même façon et ça le renvoie dans sa maison. Ce système, il est génial, moi, je trouve, pour si vous vous intéressez au solaire et que vous avez envie de comprendre un peu comment ça va marcher chez vous. Je trouve que c'est super pour ça. Après, voilà, c'est des panneaux qui restent peu puissants, donc l'utilisation, elle est vite limitée sur l'énergie qui va produire ce panneau-là. Et puis souvent, on achète ça parce qu'on se dit qu'on a un appartement, on a peut-être un balcon, et qu'on se dit, bon, je vais peut-être produire un petit peu. Mais du coup, les balcons, parfois, avec l'autre balcon qui peut être dessus, où on n'est pas du tout bien exposé, en fait, son panneau, il va très, très peu produire. Il prend pas le soleil, voilà. Mais moi, je trouve que c'est ultra pédagogique et que c'est un bon moyen de se dire, je m'intéresse au solaire, mais quand même, je ne suis pas convaincue, ou je ne suis pas sûre, ou voilà, je me pose encore beaucoup de questions. Ça peut être une transition. Alors, pas puissance, c'est-à-dire ça compense quoi en utilisation un panneau plug and play, c'est comme ça qu'on dit, plug and play? Ouais, du coup, aujourd'hui, c'est quand on dit pas puissant, par exemple, je disais sur la partie un vélo électrique, mais les vélos électriques, c'est vrai que les batteries sont puissantes, mais par exemple, ça rechargera pas, ça rechargera jamais une batterie. Donc une batterie sur secteur, ça va pas compenser. Ça va pas compenser. Ça va pas compenser.
Après, on peut avoir, je ne sais pas, la consommation de sa bouilloire plus sa cafetière, Ah oui, c'est vraiment accessoire. sa oui, télé, voilà, des choses. Ça part un ballon c'est thermodynamique, des choses comme ça, Ah ça non, devient non, non, plus con. c'est vraiment, c'est pas puissant, quoi. Donc, c'est vraiment Après, conseillé voilà, plutôt nous, sur sur ça, honnêtement, je pense que s'initier, là, quoi. les enseignes de bricolage sont de très bons conseils sur ces panneaux plug and play, parce qu'ils en vendent beaucoup et donc ils pourront vraiment vous renseigner beaucoup plus là-dessus. Nous, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on l'a eu proposé parce qu'on trouvait ça bien sur la partie pédagogique, mais c'est pas notre métier de faire de la vente et de la logistique, donc on a arrêté cette partie-là. Mais voilà, chez Leroy Merlin, Conforama, Castorama, il y en a tous et je pense qu'ils seront aussi de bons conseils. Ok. Et en plus, on a des bons plans. Et en plus, on a des ventes, hein. il y a des bons plans. Notre responsable transition. marché Faut pas l'oublier. maison ne perd pas le nord. Remarque d'un adhérent, il existe en France un fabricant d'excellents panneaux. Il est en Alsace et sa fabrication est totalement européenne. Il s'appelle Voltec. Est-ce que tu Oui, connais Voltec, oui, on connaît. Mais après, ils ont une production qui n'est pas très très importante. Mais oui, Voltec, on connaît. Donc, on a la question aussi de la partie sécurité incendie. En cas de. Est-ce que ça a des contraintes s'il y a un incendie pour la structure? Est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Alors, le panneau en lui-même, non. Mais c'est la partie électrique qu'il y a autour du panneau. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup comme on l'expliquait au tout début là, sur l'installation solaire, il y a beaucoup de protections qui sont mises parce que voilà, c'est les petits les problèmes électriques qui peuvent déclencher des incendies et qui ont pu déclencher des incendies. Mais le panneau en lui-même, vraiment le module, ça ne vole pas. Parce que Oui, c'est vraiment les éléments qui sont autour. Parce que le panneau prend feu ou tempête, grêle, ce qu'on a malheureusement connu quand même ces dernières années avec le réchauffement climatique, on est concerné. Est-ce qu'il y a une question autour du recyclage des panneaux aussi qui se pose quand ça se casse, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, tout à fait. Le recyclage des panneaux, ça a été un gros sujet et la filière s'est vraiment a pris le sujet en main. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un panneau, il est recyclé à 94%. Donc, il y a une filière dédiée qui existe, qui s'appelle Soren. Et on avait notamment un petit schéma intéressant à vous montrer sur justement la composition, sur le recyclage ok. La composition du panneau et ce qui donc est recyclé, enfin qui explique les 94% de recyclage. En fait, on a beaucoup de verre dans le panneau puisqu'il y a des plaques en verre qui viennent protéger les cellules photovoltaïques. On a également la question autour du silicium qui se posait beaucoup. Le silicium, il faut savoir qu'il est réutilisé au moins 4 fois dans la production de nouveaux panneaux solaires. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on extrait et qu'on rejette directement, pas du tout. Ouais. Il est aussi réutilisé aujourd'hui. On a de la structure en alu, donc tout ce qui tient les panneaux sur le toit, donc ça c'est aussi 100% recyclé. C'est recyclable, oui. Et tout ce qui va être connectique à l'intérieur des panneaux, le cuivre, l'argent, qui permettent de faire passer le courant, ça aussi c'est récupéré et recyclé. Donc les 6%, finalement, c'est des petits composants. Oui, il y a un petit peu de plastique quand même, et des petits résidus de petits composants qu'ils n'arrivent pas à les récupérer et à remettre tout propre. Mais voilà, c'est quand même une filière qui a amélioré son recyclage. D'accord. Hein. Et aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Hein. Vous avez des panneaux qui malheureusement ont pris la grêle et se sont endommagés. Vous avez des points de collecte qui sont partout en France. Donc, si vous allez sur le site de Soren, vous pouvez retrouver. Vous pouvez aller le déposer gratuitement. Tout est géré. Après, dans le côté gratuit, dans l'achat du panneau solaire, vous avez une partie éco-participation. Comme tout appareil électrique, finalement. Enfin, voilà. Vous achetez un aspirateur, il y a une petite... Ouais. Mais il ne faut pas se dire j'ai un panneau, je ne sais pas quoi en faire. Non, il y a une filière dédiée et des points de collecte pour les déposer gratuitement. Alors, petite subtilité du coup, parce qu'on parlait tout à l'heure du silicium, est-ce que c'est le futur amiante? C'est une question qui nous a quand même été posée, qui est revenue. Donc, comme on l'a dit, voilà, l'amiante qui est utilisé pour le silicium qui est utilisé pour les panneaux solaires
c'est réutilisé 4 fois dans le cycle de fabrication. Et un panneau solaire, on voit qu'aujourd'hui, sa durée de vie, elle est très longue. Donc, non, c'est quelque chose qui a été pris en compte. Aujourd'hui, c'est utilisé que 4 fois. Ça pourrait tout à fait se dire dans le futur que c'est utilisé plus parce qu'on a encore amélioré nos techniques de recyclage. Ok, très bien. Donc, On a quelques questions qui nous restent de ce côté-là. Faut-il un compteur Linky pour utiliser des panneaux solaires? alors non, mais le compteur Linky, lui, il permet, si vous faites de la revente de surplus, si vous n'avez pas de Linky, vous ne pourrez pas le faire. Ça permet en fait de savoir sur la facture quelle est la répartition de l'électricité solaire produite et l'électricité solaire réinjectée. Ah oui, il y a un appareillage spécifique pour ces parties-là. C'est tout simplement pour la partie revente du surplus. Mais sinon, puis de pouvoir avoir l'information, je suppose, à distance. Oui, après ça c'est sur le Linky. Oui. Donc c'est à prendre en considération dans le projet global. Oui. Si on a effectivement cet objectif. Oui, exactement. On a une autre question qui concerne l'installation, on avait tout à l'heure, sur la sensibilité des panneaux à la foudre. Est-ce que c'est parce qu'on a parlé de la grêle, on a parlé de ce genre de choses? Ouais. Est-ce que la foudre peut endommager les panneaux? Alors, j'aurais tendance à dire oui si ça tombe vraiment sur les panneaux, mais normalement, les maisons sont protégées avec des pare-foudres, donc c'est pas censé tomber sur les panneaux. Ok. On a une autre question sur le coût des batteries qu'on évoquait tout à l'heure pour le stockage de l'électricité, enfin le surplus d'électricité. Oui. Est-ce que ça, on a un peu de recul? Oui, alors aujourd'hui, les prix sont encore assez hauts, hein, mais il faut compter au minimum 5 000 € hein, pour l'investissement d'une batterie. Pour un pack de batterie de stockage. Pour aller avec son installation solaire. Donc c'est pour ça que vraiment au début, financièrement, c'était pas intéressant avec le tarif de rachat. Mais là, aujourd'hui, si, ça va. Parce que 5 000 € correspond à une capacité. C'est une moyenne là que je donne. Et après, ça correspond à quelle capacité de batterie? Sur des plus petites dimensions, vous serez sur des plus petites batteries, mais c'est la moyenne qu'on voit des prix aujourd'hui. D'accord. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces questions. Oui. On va passer à une autre petite partie qui est assez intéressante, c'est sur l'avantage, les limites et les idées reçues. Parce qu'effectivement, quand on a attaqué ce premier sujet, on s'est heurté à quelques problématiques. On s'est dit, tiens, mais en fait, quelques questions qui se posent. Donc là, ça va être plutôt, je pense, sous forme d'échange, d'interaction entre nous, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le solaire. Ouais. Parfois, c'est quand même tout, et puis c'est au contraire. Donc, on va prendre une dizaine de minutes ensemble et avec nos internautes qui nous écoutent sur la partie pour démêler le vrai du faux. Bon, une des idées reçues, on va dire, c'est l'installation, ça coûte trop cher. Donc après, il y a un problème de rentabilité. Oui, c'est sûr que c'est un investissement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de son profil, hein, de sa consommation, de son envie de tendre vers l'autonomie et utiliser cette énergie solaire, ça peut vraiment impacter en nombre d'années la rentabilité du projet. Et puis aussi, voilà, sur la variété des acteurs qu'on peut trouver aujourd'hui, on peut arriver à trouver des projets qui nous conviennent normalement. Ouais, qui correspondent. Mais évidemment, ça reste un investissement qui doit être fait au départ. Et après, on a aussi quand même pas mal d'accompagnement autour des organismes financiers. Hein. On n'en a pas trop parlé là, c'est vrai, au début, mais les banques aujourd'hui, elles accompagnent aussi beaucoup sur la partie rénovation énergétique, le solaire, avec des taux préférentiels et des offres. D'accord. Il y a des financements spécifiques pour ça? Oui. Donc, c'est quoi? C'est le PTZ? C'est des choses comme ça qui vont. Oui, il y en a. Il faut prendre rendez-vous avec son banquier et il faut lui demander. Hein. Honnêtement, il faut y aller. Mais oui, là, le crédit agricole affiche pas mal de choses, le crédit mutuel aussi. Et il y a des offres vraiment dédiées pour la rénovation avec des taux préférentiels. D'accord, rénovation énergétique. Du coup, le fonctionnement, si on va sur ce sujet-là, moi, ça m'intéresse du coup. Sur la partie financement, je vais voir la banque, je finance du coup sur la durée
d'amortissement dont on a parlé tout à l'heure, entre 7 et 15 ans, c'est ça? Ouais, Donc ça, c'est la durée de financement de mon installation, typiquement? c'est c'est la rentabilité, c'est le point d'amortissement où l'installation nous coûte 0. D'accord. Après, le prêt et le financement, ça, c'est C'est au choix de chacun. au choix de chacun. Nous, par exemple, on a des partenaires financiers au sein même du groupe EDF où on propose des solutions de financement à plus ou moyen terme, enfin plus long terme. Voilà, après, en fonction des profils, on fait des estimations. Et là, c'est pareil, hein, c'est des tableaux de financement et on choisit ce qui nous convient en fonction de nos besoins. Bon, souvent, j'imagine qu'on prend un peu la mensualité qui Oui, tout correspond à à fait. ce qu'on avait en C'est facture, complètement quand comparé avec la facture la d'électricité. facture d'électricité qu'on avait sur le réseau classique. Et par rapport aux gains que je gagne sur ma facture grâce à l'énergie produite par mon installation, et vous ajoutez du coup votre mensualité, bah, vous voyez que à la fin, c'est là où on arrive sur un vrai l'amortissement. un vrai amortissement de l'installation. Exactement. Très bien. Parce que du coup, à contrario de tout ça, on disait tout à l'heure, tu disais, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, c'est un peu la jungle. Donc, à savoir Ouais. qui dit vrai, qui a la meilleure solution, qui va nous accompagner peut-être au mieux. Est-ce qu'il y a des astuces, des petites choses que tu peux nous aider, nous pousser en tout cas. Pour démêler le vrai du faux. vrai du faux. C'est vrai que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le solaire et qui n'ont pas toujours été malheureusement quelque chose de positif pour l'image du marché. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est en fonction vraiment de ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de vous réassurer sur certaines choses? Est-ce que vous voulez travailler avec l'artisan de votre village ou de votre ville? Voilà, c'est vraiment propre à vous, je pense, de savoir vers qui vous voulez tendre. Mais évidemment, plus vous allez tendre vers nous, par exemple, on sait EDF Solutions Solaires, on est une offre premium, mais vous êtes sûr que si vous choisissez EDF Solutions Solaires, dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, on sera toujours là parce qu'on est groupe EDF. Mon artisan du coin, malheureusement, peut-être qu'il peut lui arriver quelque chose et plus facilement parce qu'il il est tout seul ou que les structures plus légères. Voilà. Et du coup, si jamais vous avez un problème avec votre installation, ça peut être plus problématique parce que vous n'avez plus personne en face. Donc voilà. Après, ça, c'est vraiment des choix qui vont déterminer un petit peu l'acteur avec qui vous allez travailler. Ouais. Il y a une autre idée reçue, qui n'en est peut-être pas une, j'en sais rien, c'est trop technique. C'est trop technique. Oui, on essaye de dégrossir le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que ça reste quand même des sujets techniques. Et même moi, sur la partie installation en elle-même, je ne suis pas du tout la professionnelle. C'est des formations dédiées. Voilà, c'est un métier dédié. On parle de circuit électrique. C'est quelque chose quand même de complexe. Mais le but, en tout cas, quand vous faites la première étude solaire, c'est tout de même que ça reste accessible. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous parle que de technique, c'est sûr que ça va vous perdre et je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à avoir. Là où il faut insister, c'est vraiment cette partie autoconsommation et comprendre qu'en fait, l'énergie solaire, il faut qu'elle vienne effacer au maximum votre consommation dans votre foyer et du coup, que la solution qui va vous être proposée soit en adéquation en fait avec vos besoins. Mais dans c'est trop technique, il y a peut-être aussi la gestion du quotidien. Est-ce que il faut avoir fait des études d'ingénieur pour gérer le chauffe-eau et la machine à laver? Non, dans quel cas, ça peut être un peu rédhibitoire. Normalement, c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui se font toutes seules. En tout cas, l'installation, elle marche toute seule. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez votre application qui vous permet de suivre le rendement de l'installation. Et après, voilà, les petites choses techniques, c'est. Vous savez qu'a priori, les panneaux, ils vont produire en plein après-midi. Donc, vous pouvez vous orienter sur mettre votre machine à laver et votre lave-vaisselle, par exemple, en plein après-midi. Assez simplement. C'est des choses. Il y a une question là-dessus qui nous est posée par un des membres Ecoya qui nous demande si on peut mesurer le rendement au quotidien pour connaître le vieillissement de l'installation. Oui, tout à fait. Ça, après, c'est chaque application de fournisseur, hein, mais oui, tout à fait. En fait, au quotidien, vous allez voir, même à la minute, à l'heure, vous pouvez voir sur l'application le rendement de l'installation. Et même dans le salon, nous, grâce à l'afficheur.
Et notamment, justement, ça répond à l'une des questions, que c'était pas rentable dans le Nord. Donc, en l'occurrence, on pourra voir naturellement, en habitant à Lille, par exemple, le fonctionnement qui sera positif de mon panneau, du coup, Oui, avec les oscillations. exactement. Où qu'on se trouve. Et il y a une autre idée reçue qu'on a listée, qui est les panneaux, c'est très fragile. Est-ce que c'est une réalité ou... Non, aujourd'hui les panneaux sont robustes. Et voilà, ils sont, comme on le dit, ils sont garantis rien que par le fabricant 25 ans. Et derrière, vous avez beaucoup d'acteurs qui étendent ces garanties. Donc non, c'est vraiment des choses robustes et qui sont éprouvées maintenant et voilà, qui sont bien développées sur tout le marché dans le monde. Donc c'est une technologie qui est vraiment éprouvée. Très bien. On a une question également. Puis-je conserver l'option tempo avec ces panneaux? Oui, il n'y a pas de ça. Les panneaux n'influent pas sur son contrat d'électricité. On n'est pas obligé de prendre un contrat parce qu'on a un certain contrat parce qu'on a des panneaux. Ça c'est pas du tout le cas. Tempo, peut-être pour réexpliquer, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Tempo, c'est un type de contrat, c'est ça? C'est un type de contrat, oui. C'est le prix de l'électricité qui peut. On a tous, hein, on peut avoir négocié des prix de contrats d'électricité avantageux avec des fournisseurs. Nous, vraiment, on n'intervient pas là-dessus. Par contre, pendant le bilan solaire, ça, c'est important de l'avoir parce que généralement, vous allez avoir des estimations qui sont faites sur le prix de l'électricité qui est communiqué au national. Hein. Oui, donc là, aujourd'hui, par exemple, tarif on a régulé. 0,21, voilà, le tarif régulé. Si vous êtes en heure creuse, heure pleine, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça joue sur le prix. Et puis après, voilà, il y a des contrats où il y a eu des bonnes négociations. Ça aussi, ça à prendre en compte, mais l'installation, elle ne viendra pas mettre le bazar dans votre négociation de bons contrats. Donc le bon réflexe, finalement, c'est par le bilan solaire qu'on va aborder ces thématiques, ces sujets avec un expert. Oui. Un technicien et ingénieur et multicasquette qui va un petit peu dire la technicité du produit, l'orientation du produit et justement qu'est-ce qui est préconisé, en fonction de mon contrat. De toute façon, on part de la facture d'électricité. Hein, donc, ouais. C'est l'élément essentiel à avoir lors de son rendez-vous. Il y a une autre question qui est... Alors, moi, ça m'interpelle parce que c'est une des premières réflexions que je me suis faite quand on m'a parlé d'énergie solaire, enfin, quand Alexandre m'a parlé d'énergie solaire. Je pensais qu'on ne pouvait pas stocker l'énergie. Donc, on a abordé tout à l'heure l'idée des batteries. Et je pensais que en fait, les panneaux, ça fonctionnait quand il faisait jour et que quand il faisait nuit, typiquement, on était un peu démunis face à sa consommation. Tout à fait. Donc ça, c'est une idée reçue ou c'est une réalité? C'est une idée reçue puisque aujourd'hui, l'électricité qui est produite par les panneaux, comme on a dit, elle est transformée en courant alternatif et c'est ce courant-là qui est récupéré et qui est stocké. Donc en fait, on vient complètement s'intégrer dans le système électrique de la maison. Donc en fait, on vient rediriger juste cette énergie au lieu qu'elle aille directement dans mon lave-vaisselle. Elle va dans la batterie. Elle va dans la batterie, elle est stockée et restituée ensuite. Exactement. Donc il y a une inertie. Et c'est la batterie, après c'est la technologie de la batterie qui permet de prendre et de le restituer aussi dans la maison. D'accord, très bien. Alors, on avait une remarque d'un adhérent sur la robustesse. Un panneau est considéré comme étant très fragile, effectivement, si l'on marche dessus, étant donné que les cellules sont en silicium, font 1/4 de millimètre d'épaisseur. Donc, il semblerait que c'est des choses qui se retrouvent sur certaines installations. Alors oui, c'est sûr que un panneau solaire, c'est pas fait pour sauter dessus. Tout à fait, ça c'est sûr. On le dit quand on le pose, les installateurs, en effet, ils sont pas censés. Ils ne sont pas du tout censés marcher sur les panneaux parce que oui, il y a les cellules, c'est pour ça qu'il y a ces plaques de verre qui viennent protéger qui encapsulent en fait ces cellules qui permettent de transformer l'énergie du soleil. Et donc le panneau, en fait, une fois qu'il est posé, c'est le poids sur la surface qui est problématique pour le panneau. Donc par exemple la neige, quand on le disait tout à l'heure aussi, c'est ça, c'est dès qu'il y a un gros amas, oui, là c'est important. Mais après,
La grêle, c'est comme notre toit, hein, et c'est en fonction de la taille du grêlon. C'est sûr que Oui, si on a des boules de pétanque qui tombent, voilà, ou comme des c'est boules de arrivé, pétanque, malheureusement, ça c'est peut pas. endommager. Mais sur la petite grêle, c'est pas censé être endommagé. D'accord. Très bien. On va regarder si d'autres questions. Est-ce que l'autoconsommation permet de réduire la puissance du compteur? Bonne question. C'est une bonne question. La puissance du compteur, en fait, c'est juste qu'il faut se dire qu'en effet, si vous êtes complètement toujours en accord avec votre autoconsommation et que pas une fois vous allez déroger à la règle, vous pouvez baisser le niveau de votre compteur, en effet, parce que ça permet de réduire sa facture et sa consommation. Après, il faut aussi un certain niveau de puissance de compteur pour que quand l'installation est raccordée, la puissance du compteur aussi quand même joue un rôle dans l'installation. Donc après, là, il faut faire attention. Oui, donc il faut regarder dans les vies préalables. J'imagine la question, c'est qu'il y a quand même une histoire d'un abonnement, d'un coût d'abonnement en fonction de la taille du compteur. Et donc, ce serait tentant de se dire, finalement, j'autoproduis. Et du coup, je peux réduire la taille de mon compteur. Effectivement, je trouve la question pertinente. Du coup, ça se fait au niveau de l'étude initiale, voir si effectivement le compteur est bien adapté. C'est une très bonne question à poser, en effet, lors du bilan solaire, ou en tout cas lors de l'étude. Du bilan visuel. Parce qu'on a également une question intéressante que je remarque. Est-ce qu'il y a des sociétés fiables pour l'installation des panneaux intégrés pour, je suppose, les miens provoquent des infiltrations. Donc, c'est des choses qui se font encore. Dans un cas concret, vous avez cette typologie de produit, vous allez faire un rendez-vous qui va sur la partie installation intégrée. Oui, installation intégrée, oui. Alors, nous, c'est quelque chose vraiment qu'on ne fait pas. Ça on ne touche pas. Et en effet, c'est une vraie problématique quand il y a eu des malfaçons. Et là, c'est la toiture, malheureusement, qui est endommagée. Donc là, c'est plutôt une question, je pense, à voir avec un charpentier et voir derrière si c'est possible de remettre le panneau certainement en surimposition. Mais oui, malheureusement, nous, en tout cas, c'est pas un sujet qu'on traite. C'est une question de couvreur plus que de... Oui. D'accord. Mais c'est pour ça, les installateurs, nos installateurs, ils passent tout un tas de grilles de tests, ils doivent avoir des certifications, tout ça, c'est très, très important. La qualité des installateurs que vous choisissez pour vos installations, vraiment, c'est très, très important. Oui, parce que c'est l'image de la société derrière. Oui, tout à fait. Ok. Quid du surplus de production? Si on ne réinjecte pas dans le réseau, c'est un sujet qu'on abordait tout à l'heure par rapport à la batterie. Mais en auto-installation, pardon, le surplus, il ira forcément dans le réseau, mais par contre, vous ne serez pas rémunéré. Mais c'est dans l'installation, le surplus ira forcément, sera rejeté dans le réseau. D'accord. S'il n'est pas stocké dans la fameuse batterie. S'il n'est pas stocké dans une batterie, si vous ne prenez pas de batterie, en effet. Très bien. Il y avait une question sur les batteries virtuelles, mais on l'a abordé tout à l'heure. Tout à l'heure, je pense, effectivement. On a également une sur, je ne croyais qu'on ne pouvait pas stocker l'énergie solaire, donc en rapport à ce que l'on a dit avec les batteries. Oui, c'est la question, qui a été posée tout à l'heure. Donc effectivement, on y a répondu. Ça, on est tout bon là-dessus. On a d'autres questions. Une dernière. En tout cas, c'est... Vos questions sont très pertinentes, merci. Exactement, et merci beaucoup pour la... Alors, EDF Solaire, que vous représentez, fait-il aussi des installations sans revente? Alors non, dans notre process, on fait... vous rentrez dans le process classique et du coup, l'installation, il y aura forcément la redirection vers le réseau. Sur la partie, oui, peut-être que c'est, si vous pouvez préciser un petit peu plus la question, mais en tout cas, la revente, elle se fait, nous, dans notre parcours, vous allez être forcément branché sur le réseau et tout sera en règle pour bénéficier de ce tarif ce petit tarif, hein, il est petit aujourd'hui, mais c'est toujours ça de gagner. Donc,
Donc voilà. Alors, attendez, il y a une petite Il y a précision. une petite précision. Ah, est-ce qu'on installe sans fournir les panneaux? Ah oui. Non, nous, on installe nos propres panneaux avec nos propres. Enfin, c'est un package global et on ne fait pas de. Si la personne veut mettre découpe. juste ses panneaux lui-même et qu'on vienne derrière rebrancher l'installation, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait nous. C'est des produits certifiés sur lesquels vous apposez votre Ouais, garantie, tout à fait. la garantie des produits quand c'est vos produits, Quand c'est et nos en plus la produits, garantie décennale on choisit vraiment en tant que dev. tout le tout intégré. package qu'on installe. Ouais. Ça, on ne fait pas. Mais je pense que oui, il y a certains artisans que vous pouvez trouver, des électriciens qui peuvent venir regarder votre installation pour venir la certifier. Mais il faut qu'ils soient agréés aussi. On avait une question qui était assez juste un peu plus haut qu'on a pu voir, qui était aussi quel était le temps. Est-ce qu'il y avait un temps le plus long sur le retour d'investissement sur des régions? Est-ce qu'il y a sur le retour, on a parlé tout à l'heure entre 7 et 15 d'amortissement. Oui, là c'est global en France. Les régions qui sont le moins ensoleillées, on va dire, vont produire le moins, donc ça peut peut-être allonger un petit peu, mais c'est à la marge. Oui, c'est à la marge. Ouais. Alors, encore d'autres questions? La perte de rendement d'un panneau dans le temps. Alors oui, en effet, Perte de rendement. le panneau perd un peu de performance dans le temps. Nous, dans les 10 ans, on garantit une performance à 94% encore du panneau, et après on passe à 80%. Mais même à 30 ans, on est sûr que ça produit encore. En tout cas, nous, là, Oui, c'est nous encore installe. intéressant. Voilà. Une question sur la partie des outils. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être que c'est intéressant de refaire un focus. Est-ce qu'il existe des outils pertinents d'évaluation qui vont me permettre des simulateurs peut-être? Des simulateurs, oui. Ou... Il y a pas mal, il y a des simulateurs qui existent, mais c'est toujours très très compliqué sur un projet solaire qu'un simulateur puisse vous donner des choses exactes. Mais vous pouvez aller sur tous les gros sites internet, vous allez trouver des simulateurs qui vous permettent juste de voir l'économie sur la facture dès le départ de votre installation. On est capable en quelques questions évaluer une taille moyenne et donc en découle une économie, mais ça reste très, très macro. Attention, vraiment lors du bilan, en tout cas le premier rendez-vous que vous aurez, il y a beaucoup de questions qui sont posées et pas que chez nous. C'est vraiment très important de décortiquer avec vous votre consommation. Oui, c'est un projet réfléchi, Ouais. on l'a bien compris. On va aborder un autre pan de cette visio qui est l'innovation et l'avenir de l'énergie solaire. Et donc, pour ce sujet, les nombreuses questions auxquelles tu as répondu en semant des petites graines parcimonie, en se demandant du coup quelles vont être les grandes évolutions côté solaire, bien sûr, et est-ce que du coup c'est le bon moment à investir ou c'est quelque chose des petites choses que tu peux nous intéresser et qui vont susciter notre intérêt? Oui, alors aujourd'hui, évidemment que c'est un marché qui est en évolution. Les technologies des panneaux sont effectivement encore loin d'avoir montré toute leur capacité. On voit qu'il y a beaucoup de choses encore qui peuvent être développées, mais aujourd'hui, on est quand même sur des technologies qui sont éprouvées et surtout qui restent abordables et on peut faire une installation solaire aujourd'hui. Et surtout, on va avoir ce pan qui va toucher à un sujet qu'on entend beaucoup parler, qui est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle dans le sens où ça va accompagner à ce que votre maison devienne autonome, finalement, que vous n'ayez plus vraiment à réfléchir et que tout se fasse tout seul. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment tout ce qui va être pilotage de la maison. Domotique. Oui, sur le même, en fait, vraiment sur la même thématique. Et l'idée, c'est de se dire, les panneaux solaires produisent, j'ai l'énergie solaire, qu'est-ce que j'en fais, où je la mets et comment je fais pour utiliser un maximum de cette énergie. Okay. Et voilà, c'est vraiment se dire, pour mon chauffe-eau, pour mon chauffage, pour ma voiture, l'idée, c'est de se dire, voilà, une voiture électrique, elle n'a pas besoin d'être forcément rechargée tous les jours en fonction de l'utilisation.
Mais nous, on sait que dans une semaine, on a prévu que tel jour, il allait faire super beau, donc ça avec un algorithme de météo. Oui. Je sais que ma voiture, je l'ai chargée il y a 2 jours, donc a priori, ce jour-là, ça sera bien qu'elle soit rechargée. Et donc, en fait, du coup, je me dis juste, j'arrive chez moi, je la branche et l'algorithme fera l'algorithme tout programmera pour voilà, mettre l'énergie au bon moment et quand c'est le moment où les panneaux produisent le plus, par exemple. D'accord. On avait une question sur la partie, mais il me semble qu'on y avait répondu tout à l'heure, sur la partie des panneaux solaires. Est-ce que je peux, en cas de coupure, auto-consommer? Donc, le panneau solaire reste en fonctionnement. Oui, le panneau solaire, oui, tout à fait. Donc, Complètement. en cas de panne de secteur, c'est pour spécifier la question qui a été posée. Oui, si mes panneaux, si on est en pleine journée et que le panneau produit, oui, tout à fait. Okay. C'est un des bénéfices du coup de l'installation. Tout à fait. Et on a, à contrario de ça, un sujet qui a été évoqué, que je ne revois plus sous les yeux. C'est effectivement la question sur 60 millions de consommateurs qui disent que l'investissement ne valait pas trop le coup si on vendait toute la production à EDF. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Ouais, Alors, ça concernait là, c'était à l'époque. revente. En fait, à l'époque, une installation solaire, l'installation en elle-même, elle était très très chère parce que du coup, c'était tout nouveau. Ouais. Donc, c'était quelque chose. C'était des projets qui étaient rentabilisés dans le longtemps. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est vraiment cette partie autoconsommation. En fait, c'est de se dire que cette énergie qui est produite, je peux l'utiliser directement et je peux avoir la main en fait pour agir directement sur ma facture grâce à cette énergie. Et alors qu'à l'époque, en fait, c'était presque donner un bout de toit à l'État. Hein. J'utilisais un bout de toit, je mettais les panneaux et j'avais mon compteur et puis j'attendais juste que tous les ans, j'ai ma facture de remboursement, on va dire, de ce que j'ai produit. Après, le tarif, quand même, à l'époque, était très intéressant puisqu'on était à 0,70 centimes du kilowattheure. Donc, ça valait vraiment le coup. C'était C'était une subvention d'une certaine manière. Voilà. Mais il fallait quand même avoir des sous au départ. C'est sûr que c'était pas quelque chose. C'était un projet d'investissement financier. Ce qui est aujourd'hui, quand on fait du solaire, voilà, c'est pas que du financier. C'est aussi c'est sa façon de vivre qui est impactée et surtout l'accompagnement aussi, voilà, comme on le disait, avec des offres beaucoup plus abordables. On peut revenir sur le sujet qui était l'innovation. Il y a une question qui est pertinente, mais que je trouve assez amusante, sur le véhicule électrique. Alors moi, ça m'interroge aussi. A priori, le véhicule pourrait servir de stockage. Oui. Alors, comment ça marche cette affaire? Alors, c'est une nouvelle technologie, en effet. Alors, ça, c'est complètement des technologies de batterie. Hein. On appelle ça du V2G. V2G. Donc, ça veut dire que la batterie peut prendre et réinjecter. Donc, en fait c'est un peu ce qu'on a chez soi. Hein. C'est la batterie qu'on installe pour son énergie solaire. Et du coup, la voiture, de la même façon, peut embarquer cette technologie. Et donc, on peut imaginer que voilà, demain, ma voiture peut servir aussi à mettre de l'énergie dans ma maison quand je rentre. Je ne sais pas, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui a installé des panneaux solaires et qui me met de l'électricité à disposition. Je charge ma voiture et je m'en resserre. Je rentre chez soi, je la restitue à la maison. En fait, alors ça, c'est quelque chose qui est en fonctionnement aux États-Unis et en Australie. Et ça, c'était surtout au départ, tout de même, parce que nous, on a la chance d'avoir un réseau électrique ultra stable. Ça n'existe pas, les coupures vraiment longues ou en tout cas les blackouts. Ce qui n'est pas le cas en Australie, où il y a des zones où c'est très instable. Voilà. Donc ça, c'est aussi une technologie qui répond à cette partie instabilité du réseau électrique qu'on peut rencontrer. D'accord. Mais demain, voilà, c'est aussi quelque chose dont on pourra profiter de notre côté. Et en termes sur la lancée des technologies, du coup, il y a d'autres nouvelles technologies qui pourraient rejoindre ce principe de nouveauté, de grande nouveauté. De nouveauté, oui. Après, sur les panneaux en eux-mêmes, là, la technologie aussi évolue puisque on a justement le silicium
qui est aujourd'hui la matière utilisée pour transformer l'énergie. On étudie aujourd'hui le perovskite, qui est un autre même matériau que le silicium. Et en fait, ce matériau-là permet aujourd'hui de faire des panneaux transparents. Et permet aussi de travailler plus sur la souplesse du panneau. Et du coup, c'est pour ça qu'on pourrait voir apparaître. On avait une petite photo exemple, notamment du super de ça. Donc, vous voyez, hein, c'est un minerai comme le silicium. Et à la fin, on pourrait arriver sur des toits totalement transparents. Mais du coup, on pourrait aussi imaginer que c'est des panneaux qui vont venir s'intégrer directement dans les bâtiments, donc dans les murs. En fait, les murs deviendraient des panneaux solaires à l'intérieur même des bâtiments aussi, avec du panneau transparent, les vitres qu'on a, avec la lumière qui est artificielle, hein, qui pourrait aussi alimenter. Donc tout ça, c'est vraiment les technologies aujourd'hui qui sont travaillées. Et il y a des super vidéos sur Internet, si vous tapez nouveaux panneaux solaires transparents, il y a des choses qui sont très bien faites et qui montrent des très beaux exemples. Des innovations à venir qui sont plutôt sur l'esthétique et sur la miniaturisation. Après, parce que l'esthétique, ça reste tout de même quelque chose qui bloque aussi le développement dans certains lieux. Donc, oui, on parlait des beaux niveaux de France tout à l'heure. Tout à fait. Ok, ça lèverait ces freins-là. Exactement. Très bien. Côté technique, du coup, on a parlé du panneau. L'onduleur, il y a des évolutions aussi sur la partie. Est-ce qu'il y a un lien avec l'intelligence ou... Alors, ce n'est pas dans l'onduleur lui-même, mais par contre, les petits boîtiers, en effet, qui vont venir se connecter entre l'onduleur et le compteur de la maison. C'est là où il y a ce coffret de protection et souvent où on vient mettre, pour ceux qui en font, hein, des gestionnaires et de pilotage intelligent. Et c'est dans ces petits boîtiers-là que toute la technologie va être intégrée, l'algorithme. Donc voilà, ce qu'on appelle tout simplement les objets connectés, et du coup qui permettent d'être mis aussi à jour à distance quand on fait des évolutions. Donc nous, typiquement, c'est des choses que l'on propose avec notre gestionnaire Use. Alors on a beaucoup on voit de réactions sur on va revenir sur un sujet, peut-être si on peut l'éclaircir en complément sur la partie coupure de courant. Oui. Où on a la question sur le courant produit par les panneaux n'est plus injecté dans mon réseau local. Est-ce que le panneau fonctionne toujours? Si le compteur, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'après, la maison, elle est quand même protégée par le compteur général. Donc, s'il n'y a plus d'électricité qui arrive, en effet, le compteur, il saute. Mais avec la puissance du compteur, ça joue aussi dans l'énergie qui est produite par les panneaux. Elle va arriver, elle passe forcément par mon compteur général. Oui. Mais en effet, il faut certainement que la puissance soit quand même adaptée avec le compteur pour que ça puisse le faire tourner et qu'il ne se mette pas en sécurité pour la maison. De puissance, en fait. Voilà, exactement. Donc, c'est peut-être là aussi la subtilité Ça dépend vraiment. C'est assez, comme c'est assez instable tout de même enfin, instable. En tout cas, c'est naturel comme énergie. Donc, du coup, ça dépend vraiment des configurations. Très bien. Alors, on a répondu à beaucoup de questions. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Navré si c'est le cas, mais vous avez la possibilité de toute façon de solliciter directement les équipes de Clara si vous avez des questions subsidiaires. Ça, c'est absolument pas une difficulté, c'est plutôt recommandé, c'est les professionnels. C'est pas nous qui répondons avec Alexandre. Quoique, cependant, si vous avez des questions, des interrogations, alors pas des experts autant que vous, mais on a la cellule chez nous qui va, Stéphanie ou Cristal notamment, qui se feront un plaisir de répondre à vos appels. À vos interrogations. Questions si vous en avez, pour qu'on puisse faire le relais auprès de Clara et de ses équipes. Bon, ce qu'on peut dire pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, déjà, je voudrais vous remercier pour votre implication, parce que vous avez été nombreux, d'une part, à participer aujourd'hui, mais à travailler en amont pour poser des questions, etc. Et ça, vraiment, c'est très riche. Et vraiment, on vous encourage à être aussi assidus les prochaines fois pour les prochaines vidéos, parce qu'on a passé un très bon moment à travailler sur ce sujet. Il
voudrais remercier Clara qui a passé aussi beaucoup de temps pour préparer cette visio et qui, pour l'anecdote, n'est pas du tout dans notre région. Ouais, nous, on se situe du côté de Niort et on a traversé la France pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Donc, on la remercie d'autant plus pour cet effort. Ce qu'on peut se dire par rapport à cet échange du jour, c'est que finalement, on a des projets qui sont quand même assez impliquants. On a levé, j'espère, certaines interrogations, mais néanmoins, c'est des sujets qui sont très réfléchis, qui nécessitent un peu de maturation, on va dire. Il faut effectivement s'appuyer sur des gens qui sont dans ce métier. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter les équipes d'EDF pour répondre à tout ça et à votre problématique personnelle. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez aussi, à consulter les réseaux sociaux d'Ecoya, parce que là, on communique beaucoup sur Facebook et depuis peu sur Instagram. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc n'hésitez pas à liker les commentaires, ça fera plaisir à notre équipe qui s'investit beaucoup pour ça. Donc, d'autres visios à venir, quelques sujets à traiter, à décortiquer, puisque voilà, vous avez compris le principe des visios Ecoya, décrypter des moments de consommation, facteurs d'énergie, mais néanmoins complexes. C'est la promesse qu'on cherche à tenir. Donc, merci encore. Je glisse encore une petite info pour ceux qui nous suivent jusqu'au bout. Ecoya est donc fondatrice d'une association qui s'appelle Ambition Éducative. Ça me tient beaucoup à cœur. Cette association a pour vocation d'accompagner des projets d'établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, universités, toute la scolarité. L'idée, c'est d'accompagner des projets innovants. Le mois de mai, c'est un moment propice parce qu'il y a un dépôt de candidatures qui peut commencer depuis le mois de mai jusqu'à fin octobre. Donc, vous pouvez déposer vos dossiers si vous êtes porteur de projet. On les recevra avec beaucoup d'attention. Il y a un jury d'experts qui les étudie et qui peut allouer des fonds à des projets. Donc, n'hésitez pas, donc sur ambition-éducative.org. Merci beaucoup et merci Alexandre également que je n'ai pas remercié. Merci Jean, merci à toi. Merci à tous et à l'équipe qui nous a accompagnés sur ce sujet aujourd'hui. Sachant que vous pourrez retrouver ce webinaire également en replay. En replay, disponible également, si vous voulez le partager. Exactement, potentiellement. Tout à fait. À votre réseau, n'hésitez pas. Merci pour toutes vos questions. C'était un plaisir d'être ici. Merci Clara. Merci à tous et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.